Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatrième rendez-vous de France Parkinson. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler de la question du parcours de soins, être acteur de mon parcours de soins et plus particulièrement, quelle relation établir avec les différents professionnels qui m'entourent. Voilà, donc on est sur des rendez-vous pour aborder des thèmes spécifiques, comme on l'a fait déjà sur les trois précédents, à la fois pour vous informer, mais également pour vous apporter des conseils pratiques sur ces différents sujets qu'on aborde. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir comme invitée Virginie Dornier, qui est infirmière Parkinson au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, qui est également centre expert Parkinson. Bonjour Virginie, de Bonjour nouveau. Amandine, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je suis Virginie, je suis infirmière en neurologie depuis un peu plus de 30 ans. Et depuis 2013, je suis infirmière Parkinson puisque j'ai fait un diplôme universitaire sur la maladie de Parkinson. Et on est centre expert depuis cette année-là. Donc c'est moi qui reçois tous les patients parkinsoniens. Très bien. Écoute, déjà, ce qui est super, c'est que tu vas pouvoir nous éclairer, je le sais, sur ce qu'est un centre expert, hein, pour ceux qui se posent encore des questions sur ce sujet, et sur ton rôle en tant qu'infirmière Parkinson. Mais d'ores et déjà, pour commencer, première question qu'on peut se poser par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par parcours de soins? Alors, j'ai fait des petites recherches et le parcours de soins, c'est un parcours qui est coordonné, qui est légiféré par la loi d'août 2004 et qui a pour objectif de faire bénéficier chaque usager d'un suivi médical coordonné, d'une gestion rigoureuse du dossier médical et d'une prévention personnalisée. En premier lieu, ça suppose de désigner un médecin traitant qui va assurer la fonction de coordination de ce parcours de soins dans l'optique de permettre à chaque patient d'atteindre et de maintenir le plus haut niveau possible d'autonomie, quel que soit le stade d'évolution de sa maladie. Le patient se trouve au centre, en collaboration étroite avec son entourage et son médecin traitant, et autour d'eux, des professionnels de santé vont graviter et intervenir avec des activités qui peuvent être préventives ou curatives en fonction de l'évolution de la maladie et des différents besoins à l'instant T. D'accord. Donc ça, globalement, on parle de parcours de soins pour différentes pathologies, en fait. Là, en l'occurrence, on parle de Parkinson, mais ça peut se faire pour d'autres maladies. Oui, complètement. Alors, du coup, pourquoi devenir acteur de son parcours de soins? Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, la gestion d'une maladie chronique nécessite un investissement de la part du patient qui va devoir apprendre à vivre avec. Comprendre sa pathologie, savoir adapter son traitement et sa prise en charge en rapport avec son projet de vie. Chacun vit sa pathologie en fonction des événements de sa vie. Et pour cela, on dit qu'il peut être éduqué, accompagné, encouragé par différents professionnels qu'il va pouvoir rencontrer tout au long de l'évolution. Et ces professionnels, ils peuvent être très nombreux, surtout dans la maladie de Parkinson, avec au minimum le médecin traitant, le neurologue, le kiné, l'infirmière, un orthophoniste, un psychologue, un pharmacien, mais aussi d'autres médecins qui peuvent être très spécialisés, comme le neurochirurgien, un rééducateur, un gastro-entérologue, un neurologue, un sexologue, enfin, plein d'autres professions. Des personnes aussi qui travaillent dans la santé, comme les ergothérapeutes, les psychomotriciens, une diététicienne, l'assistante sociale, des ambulanciers. Enfin, ils vont rencontrer une foule de gens avec lesquels ils vont devoir échanger et le plus facilement possible et plus simplement aussi. Hmm. Ben oui, alors justement, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. En plus, parfois, on n'identifie pas toujours bien tous ces professionnels. On ne sait pas très bien parfois à qui s'adresser pour quel problème et comment être en relation avec ces professionnels. Alors, toi, justement, si tu as des conseils à donner là-dessus, comment échanger avec ces différents professionnels quand on est malade? Alors, à mon sens, un patient qui présente une maladie de Parkinson, du fait du niveau un petit peu fluctuant de cette maladie, il Mhm. va d'abord être à l'écoute de ce qu'il ressent.
Et puis, il faut qu'il partage avec les autres ce qu'il ressent. Et il ne faut pas qu'il hésite à dire je suis fatiguée, ou bien là, je me sens un peu bloquée, mais je viens de prendre mon traitement. Je ne sais pas en quoi consiste cette nouvelle prise en charge et du coup, je me sens un petit peu anxieux. Ou alors, aujourd'hui, je suis en pleine forme. Il ne faut pas non plus oublier d'adapter les séances avec ces professionnels en fonction de votre état moteur. Est-ce que je suis plutôt en on ou plutôt en off? Parce que ça va être important. Échanger avec ces rééducateurs aussi sur la prise en charge, fixer régulièrement des objectifs, exprimer les attentes de chacun, que ce soit celle du professionnel ou celle du patient, parce que le patient, il peut aussi avoir envie à un moment donné de travailler plus sur la voix ou sur la déglutition ou sur l'équilibre. Il a le droit d'exprimer le travail qu'il a envie de faire. Et enfin, partagez vos connaissances sur la pathologie. Parce que les professionnels, pendant leurs études, ils ont pu avoir des connaissances, des savoirs sur la pathologie, mais ils vont encore apprendre plus avec, en étant en contact avec le patient, parce que là, c'est vraiment ce que vivent les gens. Et ça, c'est important. Oui, tout à fait. Comment ça se passe concrètement, du coup, dans ton rôle, toi, d'infirmière Parkinson au centre expert, dans les conseils que tu peux donner aux patients sur cette relation avec les professionnels? Est-ce que vous avez des temps là-dessus? Ça fait partie des questions qu'on nous pose aussi, hein. Oui, bien sûr, au niveau de l'éducation thérapeutique, en fait, hein, plus on va découvrir la pathologie et la façon de la prendre en charge, plus les patients vont comprendre pourquoi il est important d'échanger avec son kiné, avec son orthophoniste, avec son neurologue. Et on leur donne des tuyaux pour essayer d'avoir le même langage. Tout à l'heure, je parlais de on, de off, il faut savoir parler de dyskinésie, de fluctuation. Voilà. Oui, mais tu as dit justement tout à l'heure, tu as parlé du terme éduquer. Alors, je l'ai relevé aussi. C'est un terme qui peut un peu étonner. On l'entend parfois, là, de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est même un terme qui peut choquer. Moi, je l'utilise dans le sens d'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, mais il y a une définition qui a été donnée par l'OMS et c'est quelque chose qui vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C'est un processus continu qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Elle a pour but d'aider les patients à comprendre leur maladie, leur traitement, à collaborer et devenir acteurs de leur propre santé. Elle propose d'adopter une démarche pédagogique structurée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on fait de l'éducation thérapeutique. C'est très agenté et ça commence toujours par un bilan éducatif partagé, qui est un échange avec un entretien avec un professionnel. Et à l'issue de cet échange, en fait, on va mettre en place des objectifs éducatifs partagés en fonction de ce que le patient a envie de découvrir. Et derrière, on va dérouler des séances en collectif ou en individuel. Et une fois que tout ça est fait, on fait une synthèse finale afin d'aider les patients à acquérir les compétences d'auto-soin et d'adaptation dont ils ont besoin pour améliorer leur vie au quotidien. Nous, à l'hôpital d'Aix, on propose un programme depuis 2013, donc, qui est le programme EduParc. Je crois qu'Amandine a une petite brochure. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer ça de suite. Explique un petit peu. Oui, alors, hop. Ah, alors, petit problème technique, je ne peux pas partager mon écran actuellement parce que je ne suis pas l'animatrice directe de ce webinaire. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est que tu puisses un petit peu expliquer de quoi il s'agit. Et la plaquette d'EduParc, on la mettra sur le site internet en téléchargement, sur le site, la page qui concerne les rendez-vous de France Parkinson, de manière à ce que vous puissiez la retrouver et la voir en vrai. Okay. Donc, nous, ce programme EduParc qui s'adresse à tout patient, ceux qui sont suivis sur l'hôpital par les neurologues du centre, ou alors des gens qui ont entendu parler de nous, souvent par l'association France Parkinson. Donc, on les prend en charge, ils nous appellent, et on les prend en charge donc, pour ce premier entretien qui dure à peu près 2 heures.
où vraiment on essaie de découvrir la personne. Donc, on vous pose plein de questions et c'est sympa. Ensuite, on propose des ateliers. Donc, nous, on a une dizaine d'ateliers. Le premier, c'est sur la connaissance de la maladie. Il y en a un autre sur les traitements et comment les gérer, les fluctuations motrices, la voix et la communication, les troubles de la déglutition, pourquoi est-ce que c'est important de faire de l'activité physique, la prévention des chutes et l'aménagement du domicile. Et on propose aussi de découvrir de la balnéothérapie, de gérer un peu son stress et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec les émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme thérapie qui soit non médicamenteuse? Et on fait de la danse avec Roselyne qui fait partie de l'association France Parkinson et qui en plus est chorégraphe. Donc on fait en fait de l'expression corporelle et ça fait du bien à tout le monde. Voilà à peu près ce que je peux te dire sur cette brochure. Donc il suffit que les gens nous appellent. Il y a plein de centres. Je pense que maintenant ça se fait pratiquement dans tous les centres. Donc il ne faut pas hésiter parce que ça permet aussi d'être en groupe et de pouvoir échanger. Et quand les gens parlent de leur fatigue ou des troubles du sommeil, ben, quand ils en parlent entre eux, ça prend encore plus de sens, je dirais. Oui, tout à fait. Alors, Voilà. Oui. pardon, on a une question pour savoir si c'est un programme qui est proposé en ambulatoire uniquement ou en hospitalisation aussi. Alors, nous, on le fait en ambulatoire parce qu'on a, on a un tout petit hôpital, hein, nous, l'hôpital d'Aix. Hein. Donc, du coup, on a très peu de gens qui peuvent être hospitalisés parce qu'on n'a pas un gros service avec des patients présentant la maladie de Parkinson. Donc, on le fait en ambulatoire. Alors, c'est vrai que le problème de l'éducation thérapeutique, c'est qu'en fait, on n'a pas droit au bon de transport pour venir nous voir. J'espère que les choses vont évoluer, mais il faut pouvoir venir par ses propres moyens. Et il va certainement y avoir des endroits dans les plus grands centres où c'est peut-être possible de le faire pendant une hospitalisation. Mais nous, ça dure quand même sur 3 mois. Donc, il faudrait être hospitalisé très Mais peut-être longtemps. beaucoup quand même. Reprenons. Moi, j'avais aussi, on avait préparé ensemble cette question et qui occupe beaucoup les personnes qui ont la maladie de Parkinson, c'est qu'est-ce qu'un centre expert et qu'est-ce qu'il peut proposer? Parce qu'on parle beaucoup de centre expert Parkinson, mais on n'a pas forcément toujours, enfin, c'est pas toujours très clair ce que c'est et puis ce que ça peut proposer, ce qu'on peut en attendre. Alors, un centre expert Parkinson, en fait, donc c'est une notion qui est assez récente, hein, puisque nous, on a ouvert en 2013. Et à l'origine, il y a eu tout un travail de fait de la part de l'association France Parkinson. Et ce travail, il a permis, en 2009, de lancer des états généraux pour recueillir la parole des patients et de leurs proches. Cette parole, elle a été regroupée dans un livre qui s'appelle le Livre blanc. Ça, c'était en 2010. Et puis en 2011, il y a eu une mobilisation pour un plan Parkinson. Et enfin, en mars 2012, il y a eu le lancement d'un plan national d'action Parkinson. Et à l'issue de ce travail, donc 24 centres hospitaliers régionaux Parkinson ont ouvert en France. Et à ce jour, ils sont 26. Donc ça, ce sont donc ce qu'on appelle les centres experts Parkinson. Et les états généraux, ils ont prôné le développement de l'éducation thérapeutique par des soignants qui étaient formés dans une logique de continuité de la prise en charge en ville et hôpital. Donc, en premier lieu, le centre expert, on peut dire que ça constitue un recours en complément de l'offre de soins de proximité et sous la forme d'une prise en charge en pluriprofessionnel. Souvent, il y a un médecin, il y a une infirmière ou d'autres professionnels paramédicaux et une psychologue. La première mission va être d'être un centre de recours pour les malades qui sont adressés par leurs praticiens. Donc, les neurologues de ville peuvent nous adresser des patients dans le cas d'une situation dite complexe. Alors, en général, c'est plutôt pour un avis complémentaire sur le diagnostic, si jamais il y avait un doute, et ou sur le traitement. Pour des explorations supplémentaires, comme un bilan neuropsychologique, qui est parfois un peu compliqué à faire en libéral, ou un bilan sur les troubles de la déglutition, ou la réalisation d'un DAT scan. Ça peut être aussi une mise en place et le suivi d'un traitement de seconde ligne. Alors, je rappelle que les traitements de seconde ligne, ça correspond aux pompes à apomorphine ou à duodopa ou la stimulation cérébrale profonde.
participer à un programme d'éducation thérapeutique. Nous, on a pas mal de neurologues qui nous envoient des patients pour ça. Ou alors, un médecin traitant peut aussi nous adresser des patients pour demander un diagnostic et une prise en charge adaptée auprès d'un neurologue référent du centre. La deuxième mission va consister à définir un projet personnalisé de soins, c'est-à-dire qu'à l'issue d'une prise en charge pluridisciplinaire, dans le cas de situations dites complexes, le centre peut proposer un plan personnalisé de soins. Il établit de façon concertée avec le patient un projet de soins personnalisé précisant le rôle des différents intervenants dans le parcours de soins. Et à l'issue de cette visite, alors nous, on a choisi de la faire en hospitalisation de jour, un compte-rendu est adressé au neurologue de ville, au médecin traitant, et puis moi, je demande aussi à ce que le patient puisse le recevoir parce que c'est lui le premier concerné. Le centre expert a aussi une troisième mission qui est celle de coordonner entre professionnels et puis la formation de ces professionnels. Donc, on considère que le projet personnalisé de soins est déjà un outil de coordination. Ce travail en lien formalisé avec l'ensemble des professionnels impliqués dans les prises en charge contribue à la diffusion des bonnes pratiques et au partage de compétences entre les professionnels dans une démarche apprenante autour du patient. Des formations sont proposées aux professionnels de santé. Et puis, par le biais de France Parkinson, on a aussi la possibilité de former les personnels dans les EHPAD. Donc, en général, on se déplace et on va former l'ensemble des personnes qui sont amenées à vivre auprès des patients parkinsoniens. Et on fait aussi un accompagnement des aidants dans un groupe qui s'appelle Entre aidants. Avec nous, c'est la psychologue du service qui s'en charge et Roselyne Laurenti, donc, qui fait partie de l'association France Parkinson. Ok. Alors, on avait une question sur l'éducation thérapeutique, on y revient. Est-ce qu'elle se pratique dans tous les centres experts? Je pense qu'à ma connaissance, moi, les infirmières de centres experts que je connais, oui, elles font toutes de l'éducation thérapeutique. Et peut-être même que maintenant, on peut en trouver même en dehors des centres experts. Hein. Il y a beaucoup de professionnels qui se sont intéressés et qui viennent en stage, ils viennent voir un petit peu ce qu'on fait. On les a déjà accompagnés pour mettre en place des dossiers auprès de l'ARS. Hein. Tout à fait. Il faut chercher un peu sur Internet et on devrait trouver. Oui, je confirme que nous, maintenant, enfin, on essaye aussi de recenser, ça fait quelques années maintenant, les différents programmes qui naissent. Et fort heureusement, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Au début, plutôt effectivement dans les centres hospitaliers, les centres experts. Mais aujourd'hui, de plus en plus, dans des centres de rééducation, par exemple. Mais aussi, ça se développe de plus en plus rattaché à des structures qui interviennent vraiment en ville. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet aussi d'aller un peu plus en proximité auprès des personnes malades qui ne vont pas spécifiquement au centre expert, justement. Donc, je confirme qu'effectivement, ça s'est pas mal développé. Et puis, effectivement, pour savoir ce qu'il y a comme programme d'éducation thérapeutique Parkinson sur votre région, vous pouvez aller consulter le site internet de votre ARS, l'Agence régionale de santé de votre région, qui, en général, recense les programmes qui sont autorisés par pathologie. Et comme à chaque fois qu'un programme d'éducation thérapeutique voit le jour, il a une autorisation de l'ARS. Donc, c'est déjà une première information intéressante si vous cherchez. Alors, merci Virginie. On peut continuer peut-être sur le centre expert. Et alors, justement, ton rôle particulièrement d'infirmière Parkinson, quel est ton rôle au sein de cette équipe du centre expert? Alors, le rôle de l'infirmière de centre expert, c'est vraiment un rôle pivot. Hein. C'est vraiment, on est là pour coordonner. Alors, pour ma part, moi, je réceptionne les demandes de bilan au centre expert. Donc, ça peut être soit un mail qui est envoyé au médecin ou à moi, enfin, peu importe. Je fais toujours valider par le neurologue qui prend la décision de savoir est-ce qu'on fait d'abord une première consultation à l'hôpital ou alors directement une hospitalisation de jour. J'avoue que c'est quand même plus souvent directement une hospitalisation de jour parce que les délais sont un peu plus courts.
S'il fallait que chaque patient qui demande un avis du centre expert passe d'abord par la consultation, on aurait des délais beaucoup trop longs. Donc après, moi, je m'occupe de programmer avec les soignants, enfin mes collègues de l'hôpital de jour, la venue du patient en fonction des examens qui sont demandés. C'est moi qui reçois les patients et qui élabore avec eux, je fais un recueil de données qui est basé sur la vie quotidienne sur l'échelle MDS ou PDRS. Donc, c'est une échelle très spécifique de la maladie de Parkinson et qui reprend un petit peu tout ce qui peut être gêné au quotidien quand on a une maladie de Parkinson. Donc, moi, je passe au moins 1h30 avec le patient. Et puis, plus généralement, l'infirmière de centre expert, elle doit apporter au patient et à son entourage des conseils, des outils, des informations, de la documentation en lien avec ses besoins. On doit réaliser aussi une éducation au traitement de seconde ligne. Alors, pour notre part, par exemple, on n'implante pas, on n'a pas de service de neurochirurgie. Par contre, moi, il m'arrive souvent de voir des patients pour leur expliquer comment ça va se passer. On montre un petit peu les électrodes, on montre les pompes. C'est important que le patient puisse d'abord, avant de commencer son traitement, d'avoir vu un petit peu comment se présente une pompe, par exemple. On a aussi un rôle pour apporter soutien et rassurer le patient et son entourage. Donc, en général, nous, dans le centre expert, on prend toujours le patient avec la famille, rarement le patient seul. On oriente aussi les patients vers d'autres professionnels de santé si besoin. On peut réaliser aussi, je pense que beaucoup de mes collègues doivent le faire aussi, des consultations post-annonce. Donc, une consultation post-annonce, c'est après avoir eu le diagnostic auprès du neurologue. Quelques semaines après, on peut avoir un questionnement, se dire mais qu'est-ce qu'il m'a dit exactement, je ne sais plus trop, se sentir un petit peu perdu. Nous, notre rôle, il est aussi de vous accueillir et de pouvoir répondre aux questionnements. Ça me paraît très, très important. Et puis après, on peut participer à diverses interventions, comme aujourd'hui avec vous. On accueille des stagiaires, on corrige des mémoires, on va donner des cours à l'école d'infirmière. On parle beaucoup de la maladie. Et pour ma part, moi, je coordonne et j'anime donc le programme d'éducation thérapeutique. Alors, je ne suis pas toute seule pour faire ça. On a un neurologue, une neuropsychologue, une orthophoniste, une kiné. On a des patientes ressources qui ont été formées grâce à l'association France Parkinson. On en a 3. Et puis donc, la déléguée France Parkinson de notre région, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, fait danser les patients. Voilà. Alors, on avait une remarque toujours sur l'éducation thérapeutique, qui est un sujet qui intéresse forcément. Christiane qui nous disait non, pas tous, alors pas tous, j'imagine, non pas tous les centres experts proposent un programme d'éducation thérapeutique. C'est vrai que ça c'est quand même à voir avec chacun des centres experts parce que n'ont pas toujours tous la possibilité de le faire et parfois certains nous dit-elle, le font, mais pas forcément financé par l'ARS car ce n'est pas forcément en ambulatoire, justement. Donc, voilà, effectivement, il y a des règles qui régissent un peu ces choses-là. Mais en général, quand un centre expert propose un programme, que ce soit de l'éducation thérapeutique pure ou que ce soit de l'accompagnement, on peut le savoir en contactant ce fameux centre expert. En général, on a les informations par ce biais. Et après, il y a aussi parfois des propositions d'accompagnement pour comprendre la maladie de Parkinson, sans forcément qu'il s'agisse obligatoirement d'un programme d'éducation thérapeutique strict. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même tout un cadre autour de cette éducation thérapeutique du patient qu'il faut pouvoir respecter. Et ce n'est pas toujours possible dans toutes les structures qui souhaitent proposer un accompagnement de ce type. Oui, tu as raison. C'est très chronophage. Pour monter un dossier, ça prend énormément de temps. Donc, je pense que de l'éducation thérapeutique, il y a plein d'infirmières qui en font sans vraiment le savoir, en fait. Parce qu'après, c'est très protocolisé, mais bien sûr que n'importe quelle infirmière qui s'intéresse un peu à la maladie peut très bien éduquer ou faire comprendre des choses à un patient sans faire vraiment de l'éducation thérapeutique. Puis comme tu l'as dit, ça nécessite aussi une équipe finalement pluridisciplinaire
alors plus ou moins importantes, mais c'est vrai que par exemple à Aix, vous êtes nombreux hein, quand on a échangé sur le programme tout à l'heure. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur le rôle de chacun de tes collègues Au niveau du centre dans cet accompagnement. Oui, tout à fait. oui. Alors, au niveau de mes collègues, donc on va commencer par le neurologue, hein. Donc, le neurologue, donc en général, moi, je reçois les demandes et puis lui, quand même, il les valide, hein, ce qui me paraît logique. Donc, comme je vous le disais aussi, il va voir si le patient est d'abord vu en consultation ou alors directement en hospitalisation de jour. Donc, pour ça, ben, il nous remplit une petite feuille que nous, on appelle menu, hein, où il prescrit tous les actes qui seront à réaliser lors de cette journée. Et puis pendant la journée, eh ben, le neurologue, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire un examen neurologique, hein, ce qui paraît complètement normal, avec l'URSP. Donc, vous savez, le petit URSP, c'est quand il vous fait faire les marionnettes, vous tapez du pied, comptez à l'envers, hein. Je pense que vous avez tous vécu ça. Alors, des fois, ça peut se faire en on, ou puis des fois en on et en off, hein. Alors, on demandera à ce moment-là au patient de ne pas prendre son traitement depuis la veille. On va pouvoir faire ce score à son arrivée. Puis ensuite, on va lui donner une dose de L-Dopa. Et puis une demi-heure, une heure après, on va refaire ce score pour voir en fait l'effet de la dopamine sur ces symptômes. C'est ce qu'on appelle le test à la L-Dopa. Et ça va nous permettre aussi après d'adapter les thérapeutiques, parce que le neurologue va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a besoin, il va faire des ordonnances. Et puis, c'est lui aussi qui va pouvoir aider à mettre en place des traitements de seconde ligne. Et il va faire le compte-rendu médical. Alors après, moi, donc, je vous ai parlé aussi de la neuropsychologue. Donc, la neuropsychologue, elle va avoir pour mission d'évaluer plutôt les fonctions cognitives des patients, soit pour objectiver une plainte de la part du patient ou de l'entourage, et pour aider des fois à faire un diagnostic entre une vraie maladie de Parkinson puis un syndrome apparenté, hein, il peut y avoir des petites spécificités que la neuropsychologue, elle, va pouvoir déceler. Elle peut aussi aider à valider la mise en place de certains traitements de seconde ligne en évaluant un petit peu les troubles psychocomportementaux. Est-ce que le patient est dépressif? Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce qu'il y a de l'apathie? Est-ce qu'il risque d'avoir des comportements un petit peu d'addiction ou d'impulsivité? Elle va pouvoir soutenir aussi les dents principales pour prendre en considération ces problématiques, évaluer aussi des fois le niveau d'épuisement. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, elle est responsable aussi du programme pour les aidants en collaboration avec France Parkinson. Souvent, lors de la journée, on peut aussi faire appel à l'assistante sociale. L'assistante sociale, elle va faire un bilan social et elle va proposer un accompagnement pour les démarches administratives s'il est suivi par le centre hospitalier. Sinon, elle va orienter les patients vers les CCAS, les centres communaux d'action sociale qu'on trouve dans toutes les mairies, ou les pôles info seniors qui vont eux aussi aider les personnes à mettre en place un dossier MDPH ou un dossier APA. Elle va donner des informations, des conseils sur les diverses aides réalisables. Et souvent, elle va assurer un suivi à distance. Donc, elle est très précieuse pour nous, l'assistante sociale. L'orthophoniste, elle va plutôt intervenir quand le patient va se plaindre au niveau de sa déglutition, plus rarement du langage, parce que les gens sont quand même plus souvent pris en charge pour le langage à l'extérieur. Donc souvent, on n'a pas besoin de substituer, nous, à ce problème-là. Mais par contre, quand il y a un problème de déglutition, on peut faire un radiocinéma, hein. Donc, radiocinéma, en fait, on va faire avaler un produit au patient. On va filmer pendant qu'on est en train de faire une radio. Et du coup, on va pouvoir voir un petit peu objectiver les troubles de la déglutition. Elle va prodiguer des conseils, des recommandations et puis orienter le patient vers des professionnels extérieurs. Et puis, elle peut aussi être utile pour expliquer les méthodes de rééducation. Parce que des fois, le patient, il ne comprend pas trop pourquoi on fait faire des grimaces ou souffler dans une paille. Voilà ce qu'on peut proposer. D'accord. Alors, on a une question justement, bon, c'est une question très spécifique, mais pour essayer de généraliser un petit peu. C'est une personne qui doit subir une opération chirurgicale. Est-ce que, par exemple, c'est des choses que vous travaillez en éducation, que vous pouvez travailler en éducation thérapeutique, la façon
la manière dont on peut se préparer pour ce type d'événements de vie qui sont quand même toujours de toute façon un peu traumatisants. Là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a des risques particuliers par rapport à Parkinson? Est-ce que c'est des choses qu'on peut travailler en éducation thérapeutique pour le préparer? Oui, alors, en éducation thérapeutique, tout à l'heure, moi, je vous ai listé tous les ateliers qu'on me proposait et qui sont vraiment très en lien avec la pathologie. Mais en éducation thérapeutique, au moment du bilan éducatif, donc là où on va se rencontrer et on va échanger, le patient, il peut nous demander un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être, moi par exemple, je me rappelle avoir accompagné une dame qui devait faire un voyage au Canada parce qu'elle devait aller voir son petit-fils et qui était complètement perdue en me disant je ne sais pas comment il faut que je fasse. Donc on a parlé de la préparation des valises, de comment prendre les médicaments avec le décalage horaire. Vous voyez, on peut tout envisager en éducation thérapeutique, mais à ce moment-là, on le fera plutôt en cadre de séances individuelles plutôt que de collectif parce que ça peut-être pas intéresser tout le groupe, mais bien sûr on peut tout travailler. Après, une opération, on peut toujours poser la question à son neurologue, mais on peut se faire opérer quand on a une maladie de Parkinson, bien sûr, heureusement. Mais bien sûr que on peut vraiment tout préparer. N'hésitez pas à parler de tout avec votre infirmière, ça c'est clair. Alors justement, alors là, c'est une question qui me vient moi, mais parce que je sais que c'est une question qui occupe parfois aussi. Quand on n'est pas forcément suivi par le centre expert Parkinson, est-ce qu'on peut contacter, par exemple, l'infirmière Parkinson pour une question? Je ne sais pas forcément quel exemple te donner, mais tu vois, est-ce que même si on t'a jamais rencontré, on peut t'appeler? Alors moi, oui, oui, Quand on moi, est rattaché au centre d'Aix-en-Provence, bien sûr. oui, oui, bien sûr, mais moi je réponds volontiers. Après, je ne peux pas parler au nom de mes collègues parce que ben, je ne sais pas vraiment comment elles fonctionnent. Mais oui, oui, moi je suis disponible pour plein de gens, hein. Les gens me trouvent mon numéro de téléphone sur le site de l'hôpital ou alors l'adresse mail. Et puis après, ben, je fais ce que je peux, hein. J'arrive pas toujours à tout régler, mais au moins essayer d'orienter vers quelqu'un d'autre si jamais c'est possible, ou bien, oui, dans la mesure du possible, moi j'essaie de répondre à tout. Alors Mhm. c'est souvent très chronophage et puis c'est des choses que je ne peux pas comptabiliser, mais j'estime que ça fait partie de mon travail, ça c'est sûr. Alors, suite à la présentation de tes différents collègues autour de toi dans le centre expert, une question sur quelqu'un qui semble étonné par le fait qu'il y a une orthophoniste dans l'équipe du centre expert, ou dont vous disposez à Aix-en-Provence d'une orthophoniste. Ce n'est pas toujours le cas. Ben, nous, on a la chance d'avoir travaillé avec une orthophoniste qui était là depuis très très longtemps en neurologie et qui s'est beaucoup intéressée aux problèmes de déglutition. Donc, elle fait des consultations de déglutition, quelles que soient les pathologies, elle ne voit pas que les Parkinsoniens, mais elle est très au fait là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'elle travaille avec nous au niveau du centre expert. Alors là, elle va partir à la retraite, mais elle va être remplacée par quelqu'un qui sera aussi intéressé. Et puis, en éducation thérapeutique, on a aussi Céline, qui est une jeune orthophoniste, mais qui est intéressée aussi par la maladie de Parkinson et qui, en même temps, a un cabinet à l'extérieur. Alors, c'est des petits temps, souvent, les orthophonistes à l'hôpital, hein, mais elles sont très impliquées dans la prise en charge des patients parkinsoniens. Et on a vraiment cette chance-là. Tout à fait, c'est vraiment un acteur très important du parcours de soins de façon générale. Et donc là, on parle de l'hospitalier, mais en l'occurrence en ville, ça fait vraiment partie de la prise en charge qui doit pouvoir se faire. Même si c'est malheureusement pas toujours simple d'identifier un ou une orthophoniste en ville qui prennent en charge des patients adultes pour ce type de pathologie. D'ailleurs, en l'occurrence, est-ce que, par exemple, dans le rôle du centre expert, est-ce que une des missions, c'est aussi de pouvoir orienter, si j'ai bien compris, les patients hein, vers des professionnels? Est-ce que
c'est quelque chose que vous pouvez faire, orienter vers des professionnels qui sont dans votre secteur, quoi, on va dire, pour la prise en charge en ville. Oui, oui, oui. Alors, encore une fois, là-dessus, moi, je remercie beaucoup les patients qui me témoignent plein de choses. Et dès que j'ai un patient qui me dit, moi, je suis super content de mon kiné, ou je suis super content de mon orthophoniste, ou ça se passe vraiment bien, ou bien j'ai vu un psychiatre, ou bien un ophtalmo, enfin, je prends vite le nom, l'adresse. Et c'est comme ça que j'arrive à diffuser aussi. Alors, nous, les orthophonistes, elles se connaissent bien dans la région PACA. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je sais elles ont vraiment un glossaire, en fait, avec le nom de chaque orthophoniste. Et puis, en fonction de type de rééducation qu'elles font, elles sont capables de donner le nom d'une orthophoniste qui connaît bien Parkinson. Donc ça nous aide beaucoup. Chose qu'on n'a pas avec les kinés, par exemple, hein. J'espère qu'on pourra un jour le mettre en place. Oui, tout à fait. Tu parlais aussi des traitements de seconde ligne tout à l'heure. Donc, il y a certains centres experts qui proposent l'opération, la stimulation cérébrale profonde. D'autres ne le font pas. Donc, par exemple, à Aix-en-Provence, vous n'avez pas de neurochirurgien, donc ça ne se fait pas dans ce centre expert-là. Mais pour autant, tu disais, tu peux faire des suivis, enfin, des accompagnements de patients pré-opération, post-opération, c'est ça les deux? Oui. Oui, mais complètement. Ben, en préopération, en fait, ben, on va simplement pouvoir discuter hein, de l'indication, voir déjà ce dont le patient se plaint, comment est-ce qu'il envisage l'opération, ce que ça représente pour lui. On peut déjà enlever des fois des idées fausses hein, qu'il pourrait y avoir. Et puis, ben, moi, j'ai une brochure, hein, donc simplement je montre, j'explique, on voit ce qu'on peut attendre de la chirurgie. Et puis après, moi, je les encourage à rencontrer une équipe spécialisée parce que ça se fait vraiment par étapes, hein. C'est un travail un petit peu de longue haleine, la chirurgie. Mais on peut se préparer, même des années avant, ben, on peut déjà commencer à s'y préparer. Et puis, c'est pas parce on a la démarche d'aller jusque dans un centre qui est implanté que 15 jours après, on est sur la table d'opération. Donc, s'il y a besoin qu'on se rencontre plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à rencontrer du monde tout au long de cette préparation, que ce soit des psychologues, des patients. J'ai eu la chance de travailler avec Françoise qui a été opérée, qui est donc une patiente ressource et qui peut témoigner aussi son parcours avec d'autres patients en donnant des petites astuces pour le jour J, pour après, pour avant. Donc ça, c'est important même si on n'implante pas. Et puis nous, derrière, on a quand même des neurologues qui sont capables de contrôler les stimulateurs, de vérifier l'état des piles. Donc on a aussi ce rôle-là. Tu as parlé de Françoise, une patiente ressource. Je me permets de réagir. Qu'est-ce que c'est une patiente ressource? Comment vous fonctionnez ensemble? Alors, donc nous, sur Aix, on en a trois. Alors, on a Marie-Laure, Jackie et Françoise. Donc, elles ont toutes les trois fait avec nous le programme d'éducation thérapeutique. Et puis, pour elles, ben, c'était une évidence que ça leur avait fait du bien et qu'elles avaient envie de pouvoir aider d'autres personnes à se sentir mieux avec cette maladie de Parkinson. Donc, France Parkinson nous a dit qu'ils allaient mettre en place des formations. Donc, elles ne se sont pas posé de questions, elles se sont dit, on va y aller. Donc, elles ont fait, comme nous, professionnels de santé, ont fait des formations de 40 heures pour pouvoir faire de l'éducation thérapeutique. Elles ont fait la même chose. Et du coup, ça leur donne une légitimité hein, dans notre groupe. Elles font vraiment partie de l'équipe, hein, au même titre que la secrétaire ou que l'orthophoniste. Hein. Elles ont vraiment leur part. Donc, elles assistent avec nous au staff. Elles viennent aux ateliers. Alors, il y a des ateliers où elles sont plutôt, comment je dirais, pour aider les pères à ouvrir leurs paroles. Et puis, il y en a d'autres où carrément, elles sont par prenante. Par exemple, Françoise, elle fait un atelier sur remue-ménage. Hein, donc, c'est plus faire travailler sa mémoire en lien avec ce qu'elle faisait professionnellement, en fait. Et puis, en général, elles interviennent, par exemple, pour l'atelier sur les traitements, elles parlent des effets secondaires, parce que moi, j'ai beau les connaître, je ne les ai jamais vécus. Donc, elles sont vraiment légitimes là-dedans. Enfin,
nous accompagnent au quotidien. Et puis individuellement aussi, elles ont tenu à pouvoir recevoir des appels, ou souvent, alors c'est elles qui vont rappeler, parce que moi je ne veux pas non plus qu'elles soient trop dérangées, mais un patient qui a une question très spécifique sur la stimulation, sur un traitement de seconde ligne par pompe, ou bien je voudrais aller en cure, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je communique les coordonnées téléphoniques, et puis elles rappellent les patients et elles peuvent expliquer. Et ça, moi, je comptabilise comme une séance individuelle que moi, je pourrais faire avec les patients. Mais c'est elles qui sont autonomes là-dessus, et je pense que ça se passe très bien. C'est important. Super. Ouais, c'est important du coup cette place aussi de patient ressources finalement vis-à-vis Tu l'as constaté toi, parce que tu avais du recul avant sans patient ressources. Et vis-à-vis des personnes qui suivent le programme, c'est un plus, tu penses? Ah oui, je pense que oui. Oui, oui, vraiment. Vraiment, Mm. parce que c'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qui a la même pathologie qu'à un professionnel. Mm. Ça, c'est sûr, ça rassure, elles ont un côté très, très entourant, et c'est vraiment chouette. Je pense qu'il y a des très belles rencontres qui se font, ça c'est clair. Évidemment, ma question n'était pas tout à fait innocente, hein. C'est sûr que nous, à l'association, on est assez convaincus de l'importance aussi de la parole entre pairs et de cette place du patient en ressources dans l'éducation thérapeutique. Mais c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de professionnel que tu es vis-à-vis de ça. Dernier point que je voulais quand même qu'on puisse aborder, même si on va le faire de façon succincte, parce qu'on va avoir un autre rendez-vous de France Parkinson sur le sujet, mais c'était la question de la préparation de la consultation avec le neurologue. J'imagine que c'est quelque chose que tu proposes dans le cadre de tes missions d'infirmière Parkinson, mais peut-être qu'aussi justement dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est quelque chose qui peut être travaillé. C'est vrai que c'est un sujet, la préparation de la consultation, la relation avec le neurologue, c'est toujours un sujet qui préoccupe parce qu'on sait que les consultations, mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être une ou deux par an, pas plus. Ça dure toujours trop peu de temps, ça c'est sûr. C'est variable d'un professionnel à un autre, mais c'est vrai que c'est souvent court. En plus, on ne sait pas toujours quoi dire, comment lire, on n'ose pas toujours certaines choses. J'imagine que voilà, c'est quelque chose qui est travaillé. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil par rapport à ça, comme recommandation? Oui, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en éducation thérapeutique. Alors déjà, la première des choses, il faut vraiment se sentir bien, se sentir en confiance avec son neurologue. Ça, ça me paraît complètement la base, parce que si on part sur un travail de longue haleine, donc ça me paraît très important. Faut pas changer non plus tout le temps, parce que chaque fois on repart à zéro et du coup c'est un peu plus compliqué. Alors après, moi, ce qui me paraît très important, c'est qu'il faut lister ces traitements anti-parkinsoniens avec les horaires des prises, la posologie, les effets secondaires éventuels, mais aussi les effets bénéfiques. Il faut pouvoir dire à son neurologue, ben voilà, depuis que vous m'avez mis tel traitement, ben voilà comment je me sens, et ce qui va mieux ou bien alors ce qui va moins bien. Il faut aussi penser à apporter les ordonnances que d'autres spécialistes auraient pu vous faire parce que vous en avez besoin. Mais tout ça en risque des interférences médicamenteuses, même si les traitements anti-parkinsoniens font quand même bon ménage avec beaucoup de traitements. Mais quand même, c'est toujours bien de dire à son neurologue, ben voilà, j'ai vu mon cardiologue, voilà ce qu'il m'a donné, ou bien mon gastro, enfin voilà, peu importe. Quand il y a des fluctuations, c'est-à-dire des périodes de on et de off, il faut arriver à pouvoir les décrire, à dire ben voilà comment elles se manifestent, à quel moment est-ce qu'elles se manifestent, l'intensité de ces crises, et puis peut-être les astuces aussi qu'on peut mettre en place pour les enrayer. Il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses et puis dire ben moi ça passe mieux si je sais pas, je demande à mon mari de m'aider à me mettre debout ou de masser les jambes, enfin il y a plein d'astuces. Pareil en cas de dyskinésie, pouvoir décrire l'intensité et la gêne ressentie. Et surtout pour les dyskinésies, moi je vous conseille aussi de prendre vous-même la parole le plus possible. Faites-vous épauler par votre entourage, mais si vraiment c'est nécessaire, parce que des fois ce que l'aidant peut dire,
ne correspondent pas forcément à ce que vous vivez. Et ça, c'est important de partir de votre gène à vous. Moi, j'en parle surtout au niveau des dyskinésies. Vous savez, des fois, on bouge un petit peu. Et puis quand on dit au patient, mais ça vous embête, cette façon que vous avez de bouger la tête ou de bouger un peu le haut du corps? Et puis, il nous dit, ah bon, je bouge. Non, voilà. Souvent, le patient n'est pas gêné, mais par contre, l'entourage est un peu plus gêné parce que ça se voit visuellement. Donc, partez vraiment de ce que vous ressentez, vous, encore une fois. Après, on peut aussi lister des questions éventuelles, lister toutes les ordonnances qu'on veut demander, parce que ça passe vite, la consultation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier de prendre le prochain rendez-vous, parce que les délais sont souvent très longs entre deux rendez-vous. Donc, ça permet aussi d'être serein et pas se dire un mois avant l'échéance, non, je n'ai pas pris le rendez-vous et maintenant j'ai rendez-vous que dans 6 mois. Voilà. Ça permet de se rassurer et de se mettre dans le confort, en fait. Hmm. Et Ouais, effectivement. mais je vous en parlerai certainement lors de la prochaine réunion. Oui, tout à fait, parce que on a la chance d'avoir pour un prochain rendez-vous, on aura la chance d'avoir donc un neurologue libéral qui va intervenir sur ce sujet de quelle relation avec le neurologue, peut-être les conseils ou recommandations qu'il peut apporter sur ce que lui aussi il attend de cette consultation, parce que finalement le neurologue a aussi des attentes. Il a aussi besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir agir efficacement et proposer des adaptations, des solutions aux patients. Donc voilà, on sait que c'est un sujet qui questionne pas mal. Il y a pas mal de choses à faire que les personnes peuvent faire en amont, mais il faut encore le savoir. Donc voilà, on va pouvoir parler de ça le 20 août prochain avec le docteur Turc qui a accepté d'intervenir, que tu connais bien puisque vous êtes sur sur la Ouais. même région. Donc voilà, il y aura on parlera d'un certain nombre d'outils, des outils qu'on pourra remettre aussi sur le site internet, comme je le disais tout à l'heure pour la plaquette et du parc. Écoute, Virginie, on arrive plus ou moins déjà à un stade assez avancé de notre rendez-vous. Il est déjà 15h20. Je n'ai pas d'autres questions qui me sont arrivées via le chat. Donc, écoute, on peut se laisser encore un petit peu de temps pour en prendre certaines si vous en avez. N'hésitez pas, Virginie est toute prête à y répondre. Et puis, sinon, je te propose qu'on puisse peut-être conclure, à part si tu penses qu'on a oublié d'évoquer certains sujets, mais Non, je crois qu'on a déjà fait un bon tour. non. C'est vrai que voilà, moi je pense que pour conclure, il ne faut pas qu'on oublie que cette maladie, c'est une maladie qui est neurodégénérative et qui va évoluer sur de nombreuses années, qu'elle nécessite des traitements et puis une prise en charge quand même très spécifique. C'est pour ça que, quel que soit le stade de la maladie, moi je parle beaucoup de travail d'équipe entre les patients et puis leurs thérapeutes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le patient il doit pouvoir observer les manifestations qu'il ressent dans son corps, donc tous les symptômes de la maladie, de les retranscrire au neurologue. Et puis le neurologue, lui, il a comme travail d'établir un schéma thérapeutique. Le patient doit ensuite suivre ce schéma thérapeutique le plus fidèlement possible et puis étudier les effets positifs ou négatifs qui sont apportés par le traitement. Parce que ces renseignements, ils seront précieux au neurologue qui pourra adapter le plus finement possible les thérapeutiques. Donc surtout, si vous n'avez pas pris un traitement ou si vous ne le prenez pas comme c'était prescrit, il faut vraiment le dire à votre médecin parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une impasse. Et puis, on risque de faire des bêtises avec votre traitement si vous n'apportez pas les bons renseignements, en fait. Et pour moi, c'est la même chose avec les autres thérapeutes, avec le kiné, l'ortho, l'infirmier, qui pourront ainsi vraiment personnaliser la prise en charge. Et dans un monde idéal, il faudrait que chaque patient, en tout début de maladie, puisse bénéficier d'une consultation post-annonce. Juste après le diagnostic, parce que vraiment, elle permet de rester, de ne pas garder de questions sans réponse. Ça permet aussi de diminuer les angoisses engendrées par le diagnostic. Alors, ça peut se faire juste avec le patient ou avec son entourage, ou que pour l'entourage, des fois. Ça peut... Et puis, je dis qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas se dire, il y a un mois, on m'a diagnostiqué cette maladie et puis je ne l'ai pas faite. Enfin, je n'ai pas eu de post-annonce.
Est-ce que c'est grave? Moi, je pense qu'on peut le faire quand on est prêt. Donc, il y a des gens qui sont prêts à parler de leur maladie 3 jours après la consultation, et puis il y en a d'autres qui n'en parlent pas pendant 1 ou 2 ans parce que c'est Mm. difficile. Donc, il n'y a pas de période. Une post-annonce, eh ben, ça peut durer jusqu'à 2 ou 3 ans. C'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas avoir de questions. De pratiquer ensuite des séances d'éducation thérapeutique, quel que soit le stade de la pathologie, parce que vraiment, ça aide à comprendre et à devenir acteur de sa pathologie et à mieux comprendre pourquoi c'est important d'aller chez le kiné, par exemple, ou de faire des séances avec une orthophoniste. Et puis, à un moment donné, dans son parcours, il faut vraiment, je pense, avoir l'avis d'un centre expert parce que ça va aider à enfin, vous dire, ben, OK, tout ce que je fais déjà, c'est bien. Parce que moi, il m'arrive de voir des patients, puis on se dit, ben, on n'a pas vraiment de conseils à vous apporter parce que tout ce que vous faites, vous le faites déjà très bien. Et puis, par contre, eh ben, on a des patients qu'on voit sans prise en charge kiné ou sans prise en charge orthophoniste alors qu'il y a quand même des gros besoins. Et ça, c'est dommage. Et toutes ces étapes, à mon sens, ça permet au patient un dialogue de qualité avec les professionnels rencontrés au cours de son parcours de soins. Ça permet aussi de choisir les intervenants qui lui correspondent le mieux, parce que si on sait à peu près ce qu'on peut attendre d'une orthophoniste ou d'un kiné, ben on est à même de voir si le professionnel qu'on a en ce moment, ben, ça répond ou pas. Euh, et puis, euh, et puis de comprendre l'importance donc de la prise en charge. Et ça, eh ben, ça permet quand même de se sentir acteur et donc de moins subir sa pathologie. Tout à fait. Merci Virginie. Alors, Oui, on a Anne justement qui nous dit pour préparer la consultation avec le neurologue, utilisez la Wellbeing Map. oui, 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 on ne peut que dire oui. C'est vrai on avait pensé avec Virginie en parler aujourd'hui, mais ça faisait beaucoup d'informations d'un coup. Et on pense aussi que déjà, le docteur Turc peut-être en parlera. Et au besoin, on pourra refaire une séance ensemble, comme tu disais tout à l'heure, Virginie, pour expliquer un petit peu les outils que vous pouvez avoir à votre disposition pour vous aider justement à préparer cette consultation avec le neurologue. Effectivement, la Wellbeing Map, c'est un outil très intéressant pour cela, mais ça vaut vraiment le coup qu'on prenne le temps d'en parler, de le présenter. Donc, on se garde ça pour une prochaine fois, puisque vous nous suivez tous assez fidèlement. Je pense on se retrouvera. Et comme vous le savez, chacune de nos visioconférences est disponible ensuite en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez nous retrouver en replay aussi si vous n'êtes pas forcément disponible au moment de la visioconférence qui vous intéresse. Je voulais rappeler aussi que sur notre site internet, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, notamment les différents centres experts qui existent aujourd'hui en France. Si vous ne savez pas quel est votre centre expert de rattachement, si je puis dire, par rapport à votre localisation, vous pouvez retrouver des informations sur notre site. Vous pouvez également nous contacter donc au standard pour avoir des informations et notamment aussi sur les programmes d'éducation thérapeutique. On essaye le plus possible, bien sûr, d'obtenir les informations sur ce qui existe, sur ce qui naît, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui naissent ces dernières années. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'actualiser le plus possible. Donc, n'hésitez pas là aussi à nous contacter chez France Parkinson. On essaiera de vous apporter les informations. Merci beaucoup Virginie. C'était très intéressant. Voilà, merci à tous les gens qui nous ont suivis aujourd'hui et qui nous suivront en replay. Il y a eu des bravos et des merci, je te le dis aussi dans le chat. Donc, merci encore une fois de votre intention, de ton intervention. Et puis, on se retrouve peut-être prochainement. Et on vous souhaite un bel été. On se retrouve, nous, pour le 5e rendez-vous de France Parkinson le 20 août prochain avec le docteur Jean-Denis Turc qui interviendra pour nous parler de la préparation de la consultation, la relation avec le neurologue, etc. Un sujet tout à fait intéressant aussi. Donc, je suis sûre que vous serez nombreux également. Bel été à tous, bel été à toi Virginie. aussi, à bientôt et merci à tout le monde. À bientôt avec plaisir. Au revoir à tous.